Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Magic the Gathering. Ça y est, les cartes commandeurs du set Final Fantasy pour Magic ont été révélées et il faut dire que tout cela a l'air de plaire énormément. Si vous êtes un joueur intéressé par les cartes, peut-être un habitué de Magic mais que vous ne connaissez pas les jeux Final Fantasy, je vous propose dans cette vidéo une revue des cartes en vous racontant leur histoire. Cela vous permettra, je l'espère, de mieux comprendre leur mécanique, car beaucoup font écho à ce qui se passe dans les jeux. Aujourd'hui, on s'intéresse aux cartes Final Fantasy X du deck Blitz de marqueurs, un deck qui joue avec les marqueurs. Voilà. Alors évidemment, attention, spoiler, même si le jeu date d'il y a plus d'une vingtaine d'années. Pour cette revue, rendez-vous sur les sites de Magicville, le lien est en description, et évidemment, on va commencer avec le commandeur et le commandeur de remplacement du deck. D'abord, Tidus, le gardien de Yuna, qui est un des personnages principaux du jeu. Alors c'est le personnage qu'on va contrôler, c'est grâce à lui, dans Final Fantasy X, qu'on va découvrir le monde de Spira, mais c'est peut-être pas le personnage principal du jeu en réalité. Tidus, gardien de Yuna, c'est une créature légendaire. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez déplacer un marqueur d'une créature ciblée que vous contrôlez sur une deuxième créature ciblée que vous contrôlez, et il a la capacité encouragée. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée avec des marqueurs sur elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte et proliférer. Tidus dans Final Fantasy X, c'est le protagoniste, c'est un joueur de Blitzball. Alors le Blitzball, c'est un sport inventé pour le jeu, un mélange de foot américain, handball, ça fait plein de choses, hein, quoi. On joue avec les mains, avec les pieds, avec la tête, mais surtout, on joue dans une sphère d'eau. Donc les personnages apprennent à retenir leur souffle pendant de longues minutes pour pouvoir jouer dans une énorme sphère d'eau en lévitation, et le match se dispute à l'intérieur de cette sphère. Au début du jeu, on apprend que Tidus est la star de l'équipe de Zarnakand, qui est donc la ville principale technologique du début du jeu, et durant le match où Tidus est grand favori, grande star, la ville se fait attaquer par une créature monstrueuse, immense, qui s'appelle Sin, et qui va aspirer Tidus dans le monde de Spira. Tidus va donc sortir de sa ville, réapparaître dans le monde de Spira, là où se déroule l'intégralité du jeu, et Tidus va apprendre que la ville de Zarnakand a été détruite il y a de cela plusieurs centaines d'années. Il pense donc qu'il a été transporté dans le futur où sa ville a été détruite par Sin, et ensuite le monde a continué en Natural Fantasy, comme on l'appelle, où le niveau technologique est très très bas, et où il n'y a que quelques villes éparses, et où Sin sème la terreur de manière continue et cyclique, puisqu'à chaque fois qu'il meurt, il finit toujours par apparaître plusieurs années plus tard. Il y a des spoils autour de Tidus de Zarnakand et de son origine, je les garde pour un peu plus tard dans la vidéo, il y a certaines cartes qui y font référence. Tidus est donc le commandeur naturel de ce deck, le commandeur de remplacement que je préfère en plus largement, c'est Yuna, grand invoqueur. Donc Yuna, c'est le véritable personnage principal de l'histoire, hein. C'est elle qui est le moteur de l'histoire, c'est un peu l'élu, c'est celle dont on va suivre le pèlerinage avec toute l'équipe, et tous les autres personnages jouables sont en réalité ses gardiens pour la protéger. Yuna, dans le monde de Spira, c'est une invoqueur, donc elle est humain clair, et Yuna a plusieurs rôles dans cet univers. Elle est à la fois une prêtresse qui va envoyer les âmes des morts dans l'au-delà, dans le monde de Spira. Quand quelqu'un meurt, s'il est mort de façon violente ou s'il n'a pas accompli son destin, ce qu'il estime être son destin, son âme va avoir du mal à rejoindre le Far Plane, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'au-delà. Les clercs de ce monde, les invoqueurs de ce monde, du coup, ont la responsabilité d'effectuer une danse, un rituel qui permet d'envoyer les âmes dans l'au-delà et éviter qu'ils se réincarnent du coup en monstres ou qu'ils traînent trop longtemps sur Spira et donc finissent par devenir un peu fous et à répandre le mal autour d'eux. Donc l'invoqueur est extrêmement important puisque c'est lui qui va éviter que des monstres se répandent. Tous les monstres de l'univers sont en réalité des âmes qui n'ont pas été renvoyées dans l'au-delà. Également, l'invoqueur a pour tâche d'effectuer un pèlerinage et d'acquérir dans les différents temples du jeu toutes les chimères, les invocations, pour permettre de faire l'ultime invocation et d'affronter Sin, le monstre gigantesque qu'on ira voir juste après, afin de ramener la paix pendant quelques années sur Spira, ce qu'on appelle la félicité. On va donc suivre le pèlerinage de Yuna qui va traverser le monde de Final Fantasy X, qui est assez pauvre technologiquement, pour certaines raisons dont on parlera plus tard, et qui va se lier avec les différentes invocations du jeu, pour ensuite invoquer l'ultime chimère et battre Sin. Donc son destin, c'est d'aller affronter Sin, comme son père l'a fait avant elle, il y a une dizaine d'années, je crois. Au moment où le jeu commence, le père de Yuna était invoqueur et il a apporté la félicité. Là où le jeu gagne un petit peu en mystère, c'est qu'on apprend très vite que Yuna et Tidus seraient liés par leurs pères respectifs, puisque le père de Tidus,
Jecht a disparu lui aussi il y a une dizaine d'années dans le monde des Arrakand où habite Tidus, sans donner de raison et sans revenir, et Yuna lui apprend que son père à elle, Mraska, a effectué son pèlerinage et a affronté Sin avec un certain Jecht qui était son protecteur. Donc le père de Tidus se retrouvait lui aussi envoyé dans le monde de Spira des années avant son fils, et a accompagné le père de Yuna dans son pèlerinage, où il a perdu la vie en apportant la félicité au monde. Donc, à travers le pèlerinage de Yuna, Tidus va essayer de se reconnecter avec son père et apprendre qu'est-ce qui s'est passé quand son père a disparu et qu'est-ce qu'il a fait dans le monde de Spira. Évidemment, il y a plein de spoilers qui arrivent à propos de ça, hein, mais je vous laisse le temps de garder tout ça en tête avant de vous révéler les différents spoilers. Donc du coup, Yuna, sans grande surprise, ça va être une invocatrice, donc elle va permettre d'invoquer des créatures et de les renforcer, donc elle a l'osmose. On l'incline pour ajouter un mana de la couleur de son choix. Quand on lance le prochain sort de créature, elle arrive avec 2 marqueurs +1/+1 supplémentaires. Et chaque fois qu'un permanent qu'on contrôle est mis dans le cimetière depuis le champ de bataille, on transpose ces marqueurs +1/+1 sur une autre créature. Voilà, le côté invocation, summoner de Yuna. L'incarnation de la menace et de la mort sur Spira, c'est Sin. Donc Sin, le cataclysme sans fin, c'est une immense bête implacable, qui résiste à toutes les attaques et qui finit toujours par revenir, même quand elle est vaincue par l'ultime invocation d'un invoqueur. On peut donc apporter une paix éphémère sur le monde, et l'objectif de tout invoqueur, c'est d'apporter l'ultime félicité, l'Eternal Calm. En anglais, je crois que c'est l'ultime félicité en français. Je suis même pas sûr de ça, mais l'Eternal Calm, ce serait donc d'arriver à vaincre Sin pour de bon cette fois, et beaucoup espèrent que c'est Yuna qui apportera cette fin. Attention, je vais commencer à spoiler à partir de maintenant sur Sin et sur le destin de Yuna. Enfin, le destin en tout cas qu'on lui promet dans le jeu. Donc, pour vaincre Sin, il faut effectuer l'ultime invocation. Et l'ultime invocation, l'ultime chimère, en fait, au moment où elle est invoquée, ça prend la vie de l'invoqueur. Donc tout le monde le sait, hein, dans l'univers de Spira, que Yuna, à la fin de son pèlerinage, elle va mourir pour vaincre Sin. Sauf que Tidus, qui débarque dans cet univers, hein, un petit peu en mode isekai, lui, il ne le sait pas, en fait. Il l'apprend pendant le jeu, et nous aussi, du coup, hein, vu qu'on suit le monde à travers Tidus, que Yuna va donner sa vie à la fin. Et en fait, ça va même un peu plus loin de ça, puisqu'il se trouve que Sin se réincarne en réalité avec un des protecteurs de l'invoqueur, ce qui fait que, attention spoiler, Sin, dans le jeu, au moment où on joue, c'est en réalité réincarné à travers le père de Tidus. C'est donc Jecht qui a donné sa vie et qui se réincarne en Sin au moment où le jeu commence. Donc voilà, on sait le destin maintenant de Jecht. Ce cycle de réincarnation-destruction de Sin, en réalité, il vient d'un côté un petit peu... Bon, vous connaissez les Final Fantasy, il y a toujours une histoire de dieu ou de déesse à la fin qu'il faut affronter. Ça vient de la divinité Yevon, à laquelle tout le monde croit dans le monde de Final Fantasy, sauf une partie, une espèce humaine qui s'appelle les Albed, qui ne croit pas en Yevon, mais voilà. La divinité priée dans quasiment tout l'univers de Final Fantasy X, c'est Yevon, et en fait, il se trouve que ce Yevon n'est pas si gentil que ça, et que la première invocatrice, qui était Yuna Aleska, qui a donné le nom de Yuna, hein, des 1000 ans après, bon, n'est pas non plus si gentil que ça, et qu'il perpétue ce cycle de destruction. Voilà, bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu compliqué, au pire, si ça vous plaît, vous ferez le jeu. C'est une créature légendaire qui a vol et piétinement. Au moment où elle arrive, elle absorbe les marqueurs de n'importe quel nombre d'artefacts, de créatures, d'enchantements, même des adversaires, et là c'est extrêmement fort. Elle gagne des marqueurs +1/+1 égale au double de ce qu'on a enlevé. Et quand elle meurt, elle transfère ses marqueurs sur notre créature. Voilà, ça vous explique un petit peu ce côté implacable de Sin qui se bourre de marqueurs, qui va être absolument énorme comme créature, et quand elle meurt, elle se transfère vers une autre créature, elle se réincarne à travers une autre créature, voilà. C'est un peu le principe, et là la mécanique de la carte répond beaucoup à l'histoire du jeu, c'est très très bien. Alors on va prendre un petit peu les cartes dans l'ordre. Donc Shelinda, l'acolyte de Yevon. Donc Shelinda, c'est une croyante, une religieuse dans l'univers de Final Fantasy X qui va également traverser le monde pour nous apporter un petit peu de lore, un petit peu d'histoire au jeu. Elle, c'est une fervente croyante de Yevon. Elle apprendra au fur et à mesure du jeu, comme nous, hein, la réalité derrière le culte, où en fait on se sert de la religion pour instrumentaliser le monde de Spira, que les personnes qui commandent cette religion eux-mêmes sont des personnes qui, pour certaines, sont décédées mais continuent d'être ici comme des esprits au lieu de rejoindre l'au-delà. Elle a un mécanisme de lien de vie et également un mécanisme qui va permettre de la booster ou de booster d'autres personnages et des marqueurs. Ça va bien avec le deck. De toute façon, si ça vous intéresse, ce genre de vidéo où on analysera un peu plus la mécanique de jeu,
n'hésitez pas à me dire, je le ferai. Sin c'est fait, on a le seigneur Giscal Guado. Donc le seigneur Giscal Guado, c'est le chef des Guado, il est esprit éclair, pourquoi? Alors ouais, c'est vrai que aussi les types de cartes ça spoil, attention, bah, pas mal de spoil, je vous l'ai déjà dit. Giscal Guado, c'était le chef des Guado, c'est une espèce qui est du coup traduit dans Magic comme étant des elfes. Ça, un petit peu de ça, c'est vrai, ils vivent dans les bois reclus, ils sont très religieux, on va dire. Et Giscal Guado est le père de Simour Guado, qui est un des antagonistes majeurs principaux de Final Fantasy X, qu'on reverra un peu plus tard. Et Giscal Guado a été tué par son fils. Et sa ligne de tête, elle dit « Écoutez-moi attentivement, je vais vous apprendre la vérité sur mon fils Simour. » Parce que Simour, en fait, l'a tué pour prendre le pouvoir et prendre sa place et être le chef des Guado. Au début de l'étape de fin, si on a mis un marqueur ce tour-ci, on enquête. Pourquoi enquête? Parce que il y a une enquête autour de la mort de Giscal Guado, et à la fin, on voit son esprit, ou ouais, je crois que c'est son esprit qu'on voit et qui nous apprend la vérité sur ce qu'a fait son fils. Je vais passer vite certaines cartes qui sont en fait des réimpressions, rééditions avec une nouvelle illustration, mais celle-là elle est intéressante parce que le Régent Flambe Soleil, qui est une réimpression, vous voyez, du Commandeur 2017, elle fait référence à Effray, qui est le dragon protecteur de la ville de Bével. Bével, c'est la capitale, et la capitale religieuse, c'est un peu Rome, hein, dans Final Fantasy X. Et en fait, elle est protégée par un dragon qui s'appelle Effray, qu'on affronte à un moment donné, où en fait, on va libérer Yuna, qui est en... je dirais mariage forcé avec Simour. Elle a accepté de se marier avec lui pour essayer en fait de le renvoyer dans l'au-delà quand elle apprend qu'en fait c'est un esprit. Et donc nous on va la libérer. Hein. On veut pas que son plan arrive à exécution. On va essayer de sauver Yuna avant qu'il lui arrive des malheurs. Et quand on va la libérer, on prend un vaisseau volant et on doit affronter le dragon Effray. Et ensuite on le bat et on le réaffronte une deuxième fois un peu plus tard sous forme de dragon esprit zombie, quoi. Riku, la gardienne ingénieuse, c'est un personnage important dans Final Fantasy X, c'est un des personnages jouables de votre équipe. Riku, c'est, de toute façon, vous voyez, ils ont tous le mot-clé, enfin, le nom gardien ou gardienne dans leur titre pour qu'on les reconnaisse. Elle est humaine artificiée, donc Riku, c'est une Albed. Les Albed, c'est un peuple de FF10 qui, eux, ne croient pas en Yevon, qui, eux, ont continué d'utiliser la technologie parce que le culte de Yevon, qui manipule un petit peu tout le monde, a interdit la technologie. La technologie, c'est mal vu. On raconte que c'est à cause de la technologie que Sin est apparu et puni. Hein. On l'appelle le péché. Sin, c'est le péché, de toute façon. Et le péché d'orgueil, ça a été de construire des machines plus puissantes que les dieux, que les hommes, etc. Donc, Sin serait attiré par la technologie, et Sin serait une punition pour la technologie. Donc, on n'utilise plus de technologie dans Spira. Une technologie trop avancée, on va dire. Genre les robots, choses comme ça, les mécaniques, on n'utilise pas. Et ben Riku fait partie des Albed, et les Albed, ils ont leur culture à eux, leur langage à eux, et ils continuent d'utiliser la technologie. Il se trouve que Riku est également la cousine de Yuna, puisque Yuna, sa mère, était Albed. Donc Riku et Yuna sont cousines. Au début du jeu, Riku essaye beaucoup de mettre des bâtons dans les roues pour pas que Yuna aille au bout de son pèlerinage, parce qu'elle ne veut pas que Yuna meure, mais elle finira par la rejoindre, et à rejoindre notre équipe. Riku, elle a une mécanique qui rend nos créatures qui sont marquées imbloquables, et ça c'est très fort. Elle a également la capacité de voler, ça coûte 1, on l'incline, et ça tombe bien puisque la capacité spéciale de Riku dans le jeu, c'est de voler nos adversaires. Elle déplace un marqueur d'une créature ciblée vers une créature que nous on contrôle. Donc encore une fois, la mécanique de jeu correspond bien au personnage, et maintenant vous savez pourquoi. Kimahri, le gardien valeureux, donc c'est, comme vous le voyez, c'est un gardien, donc il fait partie de l'équipe de Yuna, donc c'est un personnage jouable. Créature légendaire, chat et guerrier. Kimahri est de l'espèce des ronceaux, ce sont des énormes guerriers bien musclés, bien badass, qui manient la lance. Et Kimahri est donc le protecteur de Yuna, il a promis de protéger Yuna. Kimahri, vous voyez peut-être pas bien là, mais là, une corne cassée. En réalité, Kimahri, il a affronté le chef des ronceaux en duel avant le début du jeu. Il a perdu, et sa corne a été brisée, il est exilé, hein, c'est un paria chez les ronceaux, et évidemment, son arc narratif dans le jeu, ça va être de récupérer son honneur et récupérer sa place. On va l'aider à devenir en gros le chef des ronceaux, quoi, tout simplement. C'est un énorme guerrier, très très fort, et il a des petites capacités de mage bleu, comme on dit, c'est-à-dire qu'il peut copier les sorts ou les capacités des autres, et on le voit dans son attaque, émule attaque. Au début du combat, on va incliner un personnage, on met un marqueur puissant sur nous-mêmes, et on peut copier une créature, si ce n'est que c'est toujours Kimahri, et qu'il a toujours la vigilance, en plus des capacités de la carte copiée, donc voilà. On retrouve bien un petit peu ce côté-là, une créature qui va se booster, qui va devenir assez violente, qui a la vigilance et qui en plus va copier les capacités d'une autre créature. Ensuite, on va avoir des invocations, puisque comme je vous l'ai dit, Yuna, elle invoque des créatures, elle va se lier
avec des invocations. Et c'est un nouveau type de carte dans Magic, si je me trompe pas, des créatures enchantement, donc c'est à la fois des sagas, mais à la fois des créatures. Je peux me tromper, mais je crois que c'est la première fois qu'on a ça. Avant, les sagas, ce sont des espèces d'enchantements qu'on a sur le côté, qui ont un déroulé en tour, et à la fin, elles se font évacuer, elles vont dans la défausse. Mais là, ce sont également des créatures, ce qui correspond bien à l'univers de Final Fantasy, où on invoque des immenses créatures pour une durée limitée, qui ont des effets un peu dévastateurs, qui après s'en vont. Là, on a les Sœurs Magus, donc c'est une invocation de 3 fées créatures qui ont des effets quand elles arrivent en jeu, et les 3 ont des effets différents, et c'est bien représenté par cette carte où chaque tour, on va tirer au sort un effet, donc on va le faire 3 fois. Soit on met 3 marqueurs +1/+1 sur une créature, soit on met un bouclier, on laine des points de vie, soit on fait battre, cette créature se bat immédiatement contre une autre créature, et en plus elle a la célérité pour attaquer derrière. Donc moi j'aime toutes les cartes de ce deck là, de toute façon. Hein. C'est mon jeu préféré, mais en plus c'est peut-être mon deck préféré dans tout ce que j'ai vu. Et c'est vrai que pour le coup ça répond bien au jeu. La mécanique de cette carte répond bien au jeu. On a Yojimbo en invocation. Yojimbo, c'est une invocation qui nous demande de payer avec des gears, donc la monnaie du jeu. Et plus on paye, plus elle fait de dégâts. Et donc Yojimbo a quand même la capacité de one-shot des monstres. Hein. Et on va effectivement devoir le payer pour qu'il attaque, c'est assez rigolo. Et ça, on va le retrouver dans ses capacités. On va exiler une créature engagée, un artefact, un enchantement. Ça représente le fait qu'il y a un pourcentage de chance, quand on a Yojimbo équipé, qui puisse s'invoquer tout seul et tuer le monstre en face et repartir. Voilà, on sait pas pourquoi, mais des fois il le fait. Ensuite, jusqu'à votre prochain tour, les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye. Et ça c'est tour 2 et tour 3. Et 4e tour, on va créer des jetons trésors. Donc ça représente un petit peu le côté vénal de Yojimbo. J'aime beaucoup. On a Valfor, qui est la première invocation du jeu. C'est la première invocation avec laquelle Yuna crée un lien à Besaid, au temple de Besaid. L'invocation Valfor, chaque adversaire choisit une créature avec la valeur de mana plus élevée, la renvoie en main, puis on engage une créature et on l'étourdit. Voilà. C'est l'invocation dragon du jeu. Ensuite, on a Ixion, je passe vite sur les invocations, ça marche un petit peu toujours pareil. Retenez qu'elles sont quand même assez en corrélation avec ce qu'elles font dans le jeu. Ixion, c'est une créature qui a l'initiative, hein, parce que c'est la créature de l'électricité, la créature rapide. Elle va exiler une créature jusqu'à ce que cette saga quitte le champ de bataille, un petit peu comme Elspeth, non, je crois, c'est la d'Elspeth qui faisait ça. Et en tour 2, tour 3, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, on met des marqueurs +1/+1, on gagne 2 points de vie, vous voyez toujours cette mécanique de marqueur qui marche très bien, on se renforce. On a Trommel, le majordome de Simour, dont le Simour Guado, c'est un des méchants de l'univers du jeu, et donc Trommel, c'est son majordome, celui qui l'aide, c'est celui qu'on va beaucoup rencontrer au début, notamment pour prendre rendez-vous avec Simour. Il va continuer à suivre Simour après sa mort, puisque c'est même lui qui nous arrête au moment où on tue Simour, c'est lui qui nous empêche de le renvoyer dans l'au-delà. Il empêche Yuna de le renvoyer. Et du coup, il sait que son maître est mort, c'est un esprit de l'au-delà qui ne devrait pas être là, mais il ne peut pas se résoudre à le laisser partir. Mais il finira quand même quand Simour va massacrer attention spoiler, quand Simour va massacrer les Ronceaux, le peuple de Timari, là Trommel va commencer à se poser des questions, à se séparer de lui, on le reverra dans FF10-2 également, où il s'en voudra beaucoup de tout ce qu'il a fait, et de ne pas avoir arrêté son maître. Chaque autre créature non jeton que vous contrôlez arrive avec un marqueur +1/+1 en plus sur elle, et on peut l'incliner pour proliférer. Voilà, c'est un soutien, comme il l'a été pour son méchant maître. Paqueuse infatigable, alors là, la carte, l'image fait référence au fait que, au début, Yuna est beaucoup surveillée par les Albed, puisque, en fait, en réalité, comme sa mère était Albed, son oncle, du coup, est Albed, le frère de sa mère, et c'est en plus le chef des Albed. Du coup, les Albed, non seulement il l'a surveillé pour essayer de l'empêcher d'aller mourir à la fin en faisant l'ultime chimère, mais en plus de ça, elle a également été kidnappée, Yuna, assez rapidement dans le jeu, pour une sombre histoire de match de blitzball truqué. Les Albed devaient rencontrer les types de Besaid au blitzball, on joue les matchs de blitzball, c'est incroyable, hein. Et donc du coup, pour mettre la pression sur l'équipe de Besaid, ils ont capturé Yuna pour pas que le match soit gagné, donc ça peut faire référence à ce moment-là, je pense. On imagine que là, ils sont en train d'ailleurs de quitter un temple où Yuna s'est liée avec une invocation. Les chevaliers chocobos, on va en croiser plusieurs dans le jeu, hein. Ce sont des chevaliers qui montent des chocobos, hein, ces oiseaux légendaires de l'univers de Final Fantasy, hein, tout simplement.
L'apparition reconnaissante, donc là, attention, alors là, on va rentrer dans un énorme spoiler dans le jeu. Le premier gros retournement de situation, si ce n'est le plus gros retournement de situation en fait du jeu tout simplement. L'apparition reconnaissante, c'est une créature esprit. Alors, à quoi ça fait référence? Attention, accrochez-vous. On apprend à travers les rêves de Tidus pendant le jeu, avant que Tidus n'arrive à Zarnakand, la Zarnakand détruite, qui est la fin normalement d'un pèlerinage d'un invoqueur, eh bien, on apprend que Tidus, en réalité, n'existe pas. Zarnakand, Zarnakand à lui, c'est un rêve que les priants ont continué de faire pour faire vivre la ville de Zarnakand il y a 1000 ans, quand une guerre l'opposait à Bevel. Donc Zarnakand et Bevel, il y a 1000 ans, étaient opposés. Et cette guerre technologique est allée tellement loin qu'on savait que Zarnakand allait être détruite. Donc, des prêtres, en fait, des priants, ont continué de faire vivre Zarnakand à travers leurs rêves. Et donc les humains ont continué à exister, à faire des enfants, et à continuer à exister, etc. etc. Un peu figés dans le temps. Tidus, tout comme Jecht, son père, sont des créatures rêvées, ne sont pas des véritables humains, ce qui donnera un final absolument déchirant, vous pouvez l'imaginer. Hein. Donc voilà, Tidus finit par apprendre qu'il n'est en réalité pas réel, de la réalité véritable, et c'est ce personnage-là qui lui apprend, parce qu'il le voit dans ses rêves plusieurs fois, et il finit par lui apprendre tout ça. On finit par trouver le mur où les priants sont ensemble pour continuer de rêver les Zarnakand. Des priants qui sont même épuisés de rêver et dont le rêve touche bientôt à sa fin. C'est d'ailleurs une des chansons du jeu qui s'appelle « Quand le rêve touchera à sa fin ». La baliste ambulante, vous le voyez, c'est une réédition apparemment qui était très attendue. C'est une partie de combo infini avec Yuna aussi, normalement, si j'ai bien suivi. Et la baliste ambulante, en fait, pourquoi elle est intéressante? En fait, vous voyez, c'est une machine qui lance des balles de blitzball, tout simplement, quoi, le sport du jeu. La patronne généreuse, l'image fait référence à un match de blitzball. Vous voyez, là, il y a la sphère d'eau à l'intérieur duquel se trouvent les cages et les joueurs de blitzball. Ensuite, on a Wakka, le marchand itinérant. Donc Wakka, comme son nom l'indique, c'est un marchand qu'on va rencontrer tout le long du jeu. Lui, pour le coup, on va le retrouver tout au long du jeu. Il va avoir des objets à nous vendre, auxquels on pourra vendre des objets peut-être un petit peu aussi originaux des fois, parce que c'est un marchand vraiment nommé qui va nous suivre tout au long du jeu. Le voici, Maître Simour Guado, donc qui est un des méchants emblématiques de Final Fantasy X. Il est humain et elfe éclair. Pourquoi? Parce que il est moitié Guado, moitié humain. Donc c'est ça qui lui sert aussi à se rapprocher de Yuna quand il lui proposera le mariage. Il lui dit, rendez-vous compte, voilà, je suis un grand adepte de Yevon, vous êtes une invoqueuse. Je suis moitié humain, moitié Guado, vous êtes moitié humaine, moitié Albed. Nous n'avons notre place nulle part, puisque tous les peuples nous rejettent, puisque nous sommes moitié-moitié. Unissons-nous. C'est un petit peu son truc de base aussi. Rendons espoir à Spira en unifiant tous les peuples et toute la religion du monde. Voilà. C'est un petit peu ce qu'il lui propose. Avant de vriller de la carafe et de mourir et de rester sous forme de fantôme. Au début du tour de combat, on va mettre un nombre de marqueurs +1 égal à la force de Simour sur notre créature. Et pour 5 mana, dont 2 verts, on va lui donner Monstruosité X, c'est-à-dire qu'il va se booster lui-même. Alors Monstruosité, pourquoi? C'est un monstre parce qu'il a tué son père, c'est un monstre parce que quand il meurt, il ne rejoint pas l'au-delà et il devient du coup un égaré. Voilà pour Simour. On a Lulu, gardienne sévère. Donc Lulu, c'est un personnage jouable de l'équipe de Yuna, c'est la mage noire de l'équipe Lulu. C'est un personnage qui est au début très froid et cassant, et on va comprendre un petit peu derrière, comme toujours, pourquoi elle est comme ça. Lulu a en réalité perdu son fiancé, Chapu, le frère de Wakka, qui est un autre gardien qu'on verra juste après, et forcément ça l'a rendu un petit peu sévère comme ça, quoi. Chapu est parti s'engager chez les Templiers, les Crusaders en anglais, et il en est mort en affrontant Sina. Donc Lulu, elle est humaine et sorcière, elle suit Yuna depuis Besaid, depuis le début, elle la connaît depuis toujours. À chaque fois qu'un adversaire vous attaque, choisissez une créature ciblée qui vous attaque, mettez un marqueur étourdissement sur cette créature, et elle permet de proliférer sans l'incliner, ce qui est très fort. Donc Lulu est une très très bonne carte, et un bon personnage de mage noir. On a ensuite Auron, le gardien vénéré. Alors attention, spoiler, parce que Auron, c'est un des premiers personnages qu'on rencontre dans le jeu, mais la carte en elle-même porte un spoiler, c'est son type de créature, vous le voyez, il est humain et esprit et samouraï. Le spoiler, il est sur le côté esprit, donc Auron, c'est quelqu'un qui s'est occupé de Tidus quand son père a disparu à Zarnakand, donc la Zarnakand rêvée, dont je vous ai expliqué. Auron, c'est un gardien de Yuna, parce qu'il finit par rejoindre le groupe, et Auron, c'était un des gardiens de Braska, du père de Yuna, donc le père de Yuna était accompagné de Auron et de Jecht. Je crois même que dans l'histoire, il a été retrouvé par Kimahri,
Et que c'est peut-être même lui qui dit à Timari de prendre soin de Yuna, du coup, et il meurt, du coup, auprès de Timari, donc Timari sait, en plus, que c'est un esprit, et donc Auron, le fait qu'il soit un esprit, c'est ce qui lui a permis, au début du jeu, et même avant le jeu, de pouvoir aller dans le monde rêvé de Tidus, parce qu'en fait, c'est un esprit, Auron, donc lui, il a pu passer entre les deux mondes, aller voir Tidus, aller chercher Tidus, le ramener, etc. Et donc on apprend pendant le jeu qu'effectivement, c'est un esprit, il est mort, en même temps que Braska et Eject, du coup. Donc il a la vigilance, à chaque fois que Coron attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Quand vous faites ainsi, on exile une créature du défenseur, jusqu'à ce que Coron quitte le champ de bataille. Donc très bourrin, très puissant, en même temps ça correspond bien au personnage qui est très bourrin et très puissant. On rappellera juste que ce personnage-là, avec ses cheveux gris et tout le bazar, ses grosses cicatrices et ses rides, il a 35 ans je crois dans le jeu en réalité. L'ego altéré, c'est Ifrit, l'invocation Ifrit que vous pouvez connaître dans d'autres jeux. Gata et Luzu, je crois qu'on arrive à la fin quasiment des personnages. Gata et Luzu, en fait, ce sont des personnages qu'on va croiser tout au long du jeu jusqu'au moment où on va arriver à la bataille de Mien. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la bataille de Mien sur la route de Mien. Et il se trouve que Luzu, c'est Luzu, c'est lui qui a convaincu Chapu, le frère de Wakka, et donc le fiancé de Lulu, de s'engager chez les Templiers, et ce qui fait que Lulu et Wakka lui en veulent énormément à Luzu, et on aura même le choix, selon les dialogues, de sauver Gata ou Luzu lors de l'assaut contre Sin de la route de Mien, qui va se solder par une défaite cuisante pour les humains alliés aux Albed, qui vont tenter une manœuvre désespérée contre Sin qui va totalement échouer. Et on terminera avec Wakka, le gardien pieux. Donc Wakka, c'est un des gardiens de Yuna, du village où on commence le jeu B-Side. C'est Wakka qui trouve Tidus dans la mer, et quand Tidus lui raconte qu'il vient de Zernakern, etc., Wakka va décréter que du coup, Tidus souffre du mal de Sin qui lui a fait perdre la mémoire. Donc Wakka, c'est le capitaine de l'équipe de B-Side, les B-Side Oroch. Il va voir que Tidus est extrêmement fort au baseball et donc va le recruter dans son équipe, disant qu'avec lui, ils pourront enfin gagner un match, puisqu'ils n'ont jamais gagné de match en je sais plus combien de dizaines d'années. Voilà, les B-Side Oroch. Donc Wakka, gardien pieux, pourquoi? Parce qu'il est fervent religieux. Wakka, il est vraiment fervent religieux, il est anti-Albed, anti-technologie. Il va avoir beaucoup de mal à accepter du coup Riku dans l'équipe, puisqu'elle est Albed, malgré le fait que ce soit la cousine de Yuna et qu'il l'apprend en ce moment-là et qu'il ne soit pas content. Mais voilà, sa piété va être remise en question quand ils vont apprendre la vérité sur le culte de Yevon. Donc il a porté piétinement, donc porté pourquoi? Parce qu'il se bat avec une balle de baseball, donc c'est le meilleur pour atteindre les cibles à distance et les cibles volantes, en fait, Wakka dans le jeu. À chaque fois que Wakka inflige des blessures de combat, détruisez juste un artefact ciblé et mettez un marqueur sur Wakka. Capitaine de baseball, au début de votre étape de fin, si un marqueur a été mis sur Wakka, il met un marqueur sur chaque autre créature, le côté capitaine de l'équipe. Voilà, Wakka c'est le capitaine de l'équipe. Sachez que on a un moyen de remporter la finale contre les Albed, quand on a libéré Yuna, et qu'on a moyen peut-être de permettre à Wakka de soulever la coupe dans une cinématique. Voilà, ça c'est assez cool. Je crois qu'on est bon avec les créatures, j'espère ne pas en avoir sauté. On va aller voir les éphémères, donc on va voir un petit peu les illustrations, vous expliquer un petit peu le lien entre le titre, l'illustration et l'effet. Le sifflement de Yuna, donc en fait Yuna, elle ne sait pas siffler dans le jeu, et c'est Tidus qui lui apprend à siffler, parce qu'elle voit Tidus siffler une fois, elle est super étonnée, elle lui demande comment il fait, et tout le long du jeu, elle va s'entraîner à siffler, et Tidus lui dira même que, voilà, si un jour elle a un problème, elle sifflera et lui, il reviendra. Bon, comme Tidus était un rêve à la fin du jeu, forcément, vous commencez à le voir venir, mais Tidus disparaît, Yuna va quand même essayer de siffler pour le ramener dans une cinématique. Et selon les fins possibles et compréhensibles du jeu, ça a pu marcher, ça a pu ramener Tidus à la fin. Promesse de fidélité, ça c'est la première image du jeu, puisque le jeu commence par une scène devant la Zernakland détruite, où tous les protagonistes sont là, ils ont tous planté leurs armes, et ensuite Tidus nous dit « Voici, écoutez mon histoire, c'est peut-être notre dernière chance, sous-entendu, de la raconter. » Et là, on part en flashback du début de l'histoire. Mais c'est vrai que la première image du jeu, avec la super musique qui s'appelle « To Zernakland », elle commence avec ça, en fait. On voit toutes les armes. Promesse de fidélité, chaque joueur met un marqueur serment sur une créature qu'il contrôle, sacrifie le reste, aucune seule créature ne peut vous attaquer au tête des places que vous contrôlez, tant qu'elle a le marqueur serment sur elle. Voilà, ça représente un petit peu ce serment entre les personnages d'aller toujours au bout, parce qu'évidemment, tout au long de leur parcours, ils vont apprendre la vérité sur le monde et sur le culte, etc., et sur Sin. Forcément, leur motivation va être mise à rude épreuve, mais ils vont décider de continuer jusqu'au bout, ensemble, voilà. La traduction, voilà, n'est pas exactement celle que je connaissais du jeu, ici, ou du moins de l'anglais, celle qui a été choisie. Verdict accablant, la carte fait référence au procès de Yuna, donc quand Yuna veut dénoncer que
Seymour a tué son père et est en réalité mort. Elle va être face au pape. En fait, c'est une sorte de pape dans l'univers, c'est Maître Mika, je crois. Maître Mika, le grand maître de Yevon. C'est le pape, en gros, de Yevon. Elle va s'apercevoir qu'en réalité, lui aussi est un esprit mort depuis très longtemps, qui continue d'être sur Terre, et qu'il est dans le complot pour maintenir les gens sous le culte de Yevon, etc., etc. Donc, elle va être trahie à ce moment-là, et c'est là que sa foi va être extrêmement ébranlée, sa motivation également à Yuna, quand elle va être condamnée, en gros, à mourir. En gros, il la condamne un petit peu à mourir dans le chemin de la pénitence, quoi. Il détruit toutes les créatures sans marqueur sur elle, donc le verdict à table blanche, c'est une excellente carte. Surtout dans le deck, Yevon est l'archétype d'une éternelle et immuable continuité, invoqueur, ceux qui osent mettre en doute ses vérités sont des traîtres. Voilà, c'est elle qui va être accusée de traître, d'être une traîtresse, alors que ce sont eux qui sont en réalité des morts qui ne veulent pas rejoindre l'au-delà. Une offre qui ne se refuse pas fait référence au moment où Tidus est transporté dans Spira. En réalité, le premier personnage important qu'il rencontre, ça va être Riku. En fait, ça, c'est Riku, qu'on a vu tout à l'heure, la cousine de Yuna, puisqu'au moment où il va apparaître, en fait, il va être chopé par Riku, qui va l'emmener avec lui pour essayer de récupérer je ne sais plus quel artefact ou trésor, je vous avoue, ça fait longtemps. Cette image fait référence à ce passage-là du jeu, et forcément, ils vont se retrouver un peu plus tard, ils vont se reconnaître. Tidus et Riku. 3 visites, je crois que c'est la forêt de Macalania, il me semble. Ici, on voit Auron, Tidus et Yuna chercher dans la bibliothèque une carte de forêt, mélangez-la, mettez-la sur le champ de bataille. Oui, c'est la forêt de Macalania. Si j'abandonnais maintenant, peu importe où je serais, ce que je ferais, et même si j'étais avec toi, je ne pourrais jamais oublier. Ça fait référence, voilà, à Yuna qui décide de poursuivre sa quête malgré tout ce qu'elle a appris. Adieu, la carte de la tristesse. C'est une des dernières scènes du jeu, ou celle où, avec la musique qui fait pleurer, Yuna et Tidus se disent adieu, puisque une fois que Sin a été vaincu, Yevon a été vaincu, Tidus va disparaître, puisque ce n'était en réalité qu'un rêve, en fait. Donc il va repartir dans l'au-delà, et donc il va disparaître progressivement, alors que les deux amoureux se disent adieu, Yuna et Tidus, et donc la carte adieu va très bien à ce moment-là. Le cherche au loin est illustré avec Maichen, je crois, Maichen. C'est un érudit, donc c'est un personnage qui est un petit peu comme Waka, un peu présent partout. C'est lui qui apporte l'histoire des lieux. En fait, on va arriver, et si c'est un lieu important pour le lore du jeu, on va lui parler, et avec sa voix chaude et très lente, avec des R qui font comme ça, il va nous expliquer en anglais toute l'histoire en fait du lieu et qu'est-ce qui a pu se passer avec Sin il y a des milliers d'années, etc., etc. Si vous aimez la ASMR, allez écouter une compilation des phrases de Maichen, parce que du coup, il a une voix très ASMR, on va dire, quoi. Il y a un twist sur Maichen, mais je le révèle pas, je vous laisserai le découvrir, du coup, à ce moment-là. Le Pass of Exile, le chemin vers l'exil, du coup, c'est Tidus qui se fait aspirer par Sin, au début du jeu. C'est ton histoire, tout commence ici, c'est ce que lui dit Auron au moment où il se fait aspirer par Sin au début du jeu. Détruire le mal, vous voyez Yuna qui est en train de faire un renvoi au Farplane, à l'au-delà, à Seymour. Du coup, on choisit on détruit un enchantement, on détruit une créature. Alors c'est donc toi finalement qui m'enverras dans l'au-delà, mais même si je meurs, la peine qui règne sur Spira ne disparaîtra pas, elle. C'est ce que Seymour dit à Yuna. La décision de Yuna, donc, c'est une image qui annonce la cinématique romantique du jeu. C'est dans cette cinématique où les deux se déclarent un peu leur amour. Elle décide de continuer son pèlerinage, mais là, vous voyez, on a le choix. On continue le pèlerinage ou on trouve une autre voie. Continuer le pèlerinage, on sacrifie une créature. On sait que continuer le pèlerinage, c'est un sacrifice pour eux. Donc, on sacrifie une créature, mais on met une autre créature sur le champ de bataille ou une carte de terrain, et on peut trouver une autre voie. On renvoie 2 permanents ciblés dans le cimetière de notre main. Je préfère la première capacité, personnellement. Magie de protection carapace. Alors là, le titre est vraiment rigolo parce que en anglais, c'est Protection Magic. Donc magie de protection tout court. Mais c'est vrai qu'en français, le sort s'appelle carapace. Donc du coup, ils ont essayé de recoller ça au sort du jeu. On cible 3 créatures, on met un bouclier sur chacun. Voilà, on voit Yuna, on voit Tidus, on voit Kimari. L'appel inspirateur, c'est la carte troll du jeu, vraiment, parce que peut-être que même si vous n'avez pas joué à FF10, vous connaissez un petit peu ce mème ridicule où, à un moment donné, Tidus se met à rire avec un doubleur assez peu inspiré, et Yuna, du coup, limite. En fait, ils se forcent tous les deux à rire pour évacuer la pression. Dans l'histoire du jeu, ça se passe comme ça, en fait. Ils se forcent à rire pour évacuer la pression. Sur le papier, c'est pas mal, mais c'est vrai que le doublage anglais était pas ouf, et donc du coup, c'est un peu ridicule. Et donc cette scène-là, qui est assez connue, assez ridicule, ils l'ont transformée en carte avec appel inspirateur. Enfin, ils ont Rustin, du coup, l'appel inspirateur avec cette carte, avec cette scène, quoi. Voilà, c'est assez rigolo.
Déviation sans fin. Alors là, ça fait référence à une zone du jeu qui est les plaines foudroyées, de mémoire, elle s'appelle, où en fait, ce sont des plaines qui reçoivent des éclairs assez régulièrement, et si vous bougez pas assez vite, si votre personnage vous le laissez quelques secondes sur place, il se prend un éclair. Alors, vous avez un moyen de l'éviter, il y a même une quête où il faut éviter des éclairs, je crois une centaine d'éclairs à éviter pour débloquer un truc. Mais du coup, tout au long de la zone, il y a des paratonnerres qui viennent chercher le tonnerre. Et en fait, là, on voit Loulou, là, on voit Riku. Et en fait, Riku a peur du tonnerre. Donc, toute la zone, elle va raconter qu'elle a peur du tonnerre. J'ai peur des éclairs, on se repose, s'il vous plaît, on s'arrête. Voilà, c'est Riku qui a peur du tonnerre pendant toute la zone. C'est la déviation sans fin. Je sais pas si j'ai pas dit dévotion sans fin, sans faire esprit. L'effort collectif, donc là, c'est au moment où, vous voyez, ils quittent leur vaisseau volant, Albed, pour aller sauver Yuna. Donc, on va voyez, tous les gardiens qui vont aller sauver Yuna, là. Voilà. Extraction du lendemain, c'est un éphémère qui permet de piocher et de défausser. Mon père savait qu'il n'y avait aucun moyen de rentrer chez nous à Zanarkand. On voit Jack, ici le père de Tidus, qui est ici, là, dans la sphère. On continue avec le sphérié. Le sphérié, en fait, c'est le système d'évolution du jeu. En fait, quand vous gagnez des points de compétence avec les niveaux en bâton de monstre, etc., ben, vous allez pouvoir débloquer des sorts et des capacités sur le sphérié. Grâce à ce sphérié, vous pouvez aller débloquer toutes les compétences du jeu. C'est un enchantement qui permet de gagner des marqueurs si on fait des dégâts à une créature. Et on donne la portée et le piétinement. Donc voilà, évidemment, on apprend des bonnes choses. Le stade de Blitzball, vous voyez, hein, le stade qui est rempli pour regarder un match de Blitzball. Le Blitzball, par contre, pas de souci. Niveau technologie, on a le droit. Hein. Ça, par contre, on a le droit parce que du pain et des jeux. Hein, vous connaissez bien la chanson. Donc voilà, l'artefact arrive, il met des marqueurs et on a une petite capacité pour la victoire. À chaque fois que cette créature affiche des blessures de combat, on pioche des cartes selon les marqueurs. On ne peut pas bloquer la créature, c'est très fort. Calice toujours ruisselant. Alors là, l'image, c'est en fait, dans chaque temple, vous avez des énigmes à résoudre où il faut déplacer des blocs. Comme ça, là, des espèces d'hôtels magiques, il faut les déplacer pour débloquer des mécanismes, pour débloquer des machins, pour aller chercher ensuite la chimère. Ce socle-là, c'est le socle qu'on doit souvent déplacer dans les temples, les petits puzzles et les énigmes qu'on doit résoudre. On a le combat truqué avec une illustration que je trouve vraiment très jolie, qui fait référence à Yuna qui se fait capturer par les Albed pour truquer le match de Blitzball, j'allais dire Quidditch de Blitzball. On voit là, d'ailleurs, le ballon de Blitzball, les cages de Blitzball, voilà, on voit bien qu'ils sont en train de nager dans la sphère, là. Avec une capacité cachette, hein, et au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature. Si elle a une force supérieure ou égale à 7, on peut jouer la carte Exilée grâce à cachette. J'aurais pensé que c'était égal à 10, vu que c'était Final Fantasy X, mais non, c'est 7 finalement. Le fabuleux Sol Ring, hein, l'anneau solaire qu'on ne présente plus, qui là est une sphère de souvenirs, puisque les souvenirs sont contenus dans des sphères dans FF10, et c'est ce qui permet à Tidus de voir des images de son père, notamment, qui a enregistré des trucs. La défense ingénieuse, où on voit les types en train de se disputer, alors ça peut faire référence, vu que c'est un temple, sûrement quand Tidus se fait balancer dans le temple à un moment au début du jeu, alors qu'il n'est pas gardien. Il doit un petit peu s'expliquer que non, il n'a pas choisi d'être là, quoi. Je pense que ça fait référence à ça. Dressé pour la chasse, donc là c'est le combat entre Chimari et Biran Ronso, son rival, celui qui lui a cassé sa corne. Hein. N'oublie pas, qui t'a pris ta corne, n'oublie jamais, voilà, lui dit Biran, qui finit par affronter, ça donne des marqueurs, machin, truc, ça pioche des cartes. La cérémonie d'accompagnement dont je vous en ai parlé, c'est la danse rituelle que doit accomplir l'invoqueur pour envoyer les âmes dans l'au-delà. Vous voyez là, les âmes là, qui partent sous forme de lucioles, comme on dit, que Yuna renvoie dans l'au-delà. C'est une scène assez connue du jeu, hein, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est très jolie, où elle danse sur les flots pour envoyer toutes les âmes que Sin a tuées dans un village qu'elle visite. En fait. Du coup, l'effet de la carte correspond vraiment bien à ce qu'elle fait, puisque on va exiler des créatures du cimetière. On a ce côté, on renvoie les créatures dans l'au-delà, on les envoie dans notre exil. Et si on le fait, on va créer une créature qui est un esprit, en fait. Voilà, ça c'est cool. La marée inexorable, c'est l'attaque de Sin au début du jeu sur la ville rêvée de Zanarkand, où il arrive avec un truc comme ça, quoi, pour tout attaquer et tout détruire. Donc à chaque fois que vous lancez un sort, vous proliférez. Ça peut faire référence au fait que Sin, il envoie en fait des créatures, il a des espèces d'écailles qu'il envoie un petit peu partout et qui crée des créatures. Ce côté-là, proliférer, ça peut répondre à ça. Et enfin, on a Ensemble pour toujours. Très belle carte, hein, évidemment. Très belle carte qui fait référence à la scène romantique du jeu. Quand cet enchantement arrive, soutenez 2, donc on va cibler 2 créatures, hein, parce que Yuna et Tidus, évidemment. Et pour 1, on choisit une créature ciblée avec un marqueur sur elle. Si elle meurt, elle retourne dans la main de son propriétaire pour les protéger. J'aime beaucoup cette carte. Vraiment, je trouve qu'elle correspond extrêmement bien, en fait, à cette illustration et à ce jeu, quoi. Vraiment très bien. On a fini avec les cartes. Il nous reste que les terrains, donc je les ai ouverts sur le côté, parce qu'il y a quelques terrains qui viennent de
FF10 dans le lot. Donc là, je suis sur le site de Magic Wizard, tout simplement. Alors, on a l'île de Besaid, hein, l'île de Waka, Yuna, Tidus, enfin là où Tidus arrive, etc. On a Broussailles, qui fait référence à la pleine félicité, là où Sin fait souvent des affrontements contre l'ultime chimère, et donc c'est ravagé, vous voyez, hein, par Sin, hein, cet endroit-là, lors du combat. Les étendues sauvages en évolution font référence à la route de Mien, et donc l'opération Mien, la fameuse opération contre Sin, qui allie les humains avec les Albed et qui se termine très mal. On a les vergers de Zotil qui fait référence à Guadol Salam, je crois, la capitale des Guados, la ville des Guados, tout simplement. Et on voit là, c'est la ville des Guados qui est ici. On a le bosquet inondé qui fait référence à la forêt de Macalania. La forge des héros également, vous voyez que là, on a une sphère de sauvegarde du jeu, tout simplement. Le port de l'arrière-pays, on voit un choupof. Donc cette créature-là, c'est un choupof, qui sont assez mystérieux parce qu'on ne les voit pas manger, les choupofs, mais qui permettent de traverser les mers et les rivières. La plage idyllique de Besaid avec le ballon de Blitzball. Le bassin débordant, c'est en fait un lieu dans la forêt de Macalania, si je ne me trompe pas, où on voit justement des esprits, des fireflies, des furolucioles en français. Ok, je viens de le réapprendre. La ville portuaire, qui est la ville de Luca, si je ne me trompe pas, celle où on fait le tournoi de Blitzball vers le milieu du jeu. Et le terrain de nidification qui est ici, qui fait référence à la quête des papillons bleus, où il faut capturer des papillons bleus sans toucher les papillons rouges pour débloquer, je crois, c'est l'arme ultime de Tidus. C'est une quête dont je n'ai jamais eu la patience de faire. Le bosquet radieux, ici, fait référence à l'au-delà. Vous voyez là, c'est l'au-delà, c'est les Far Plains, comme ils disent. Là, on a la ville de Bevel, la citadelle maritime, c'est la ville de Bevel, c'est la capitale religieuse et politique du monde de Final Fantasy X. Bevel, là où il y a le fameux dragon qui protège. On a le bosquet de Solpétale. Je crois que c'est à cet endroit-là, devant ces ruines ici, que Yuna et Tidus font leur rire ridicule. Là, je crois que c'est ici. L'îlot enchevêtré, on voit le temple de Tilika, là-bas. On voit le temple de Tilika là-haut, il faut le grimper pour aller se lier avec la chimère. Ici, on a le temple de Macalania, si je me trompe pas. On va aussi se lier à une chimère. Là, c'est le temple de Remiem. On se lie également aux chimères. C'est encore le temple de Tilika, celui-là. Celui-ci. On a le temple de la fausse divinité, c'est le temple de Zanakand. Là, on apprend la vérité sur Yu Yevon et la première invocatrice, Junaleska. Le Lassi Palvigne, c'est le lieu, le temple caché, où, attention spoiler, on gagne la chimère Anima. Et la chimère Anima, en réalité, elle a été créée par la mort de la mère de Simour. Donc Simour Guado, il a une vie pas facile quand même. Sa mère s'est sacrifiée pour devenir une invocation. Parce qu'on apprend que les invocations sont en fait des gens qui se sont sacrifiés. Voilà. La tour de commandement, vous voyez, c'est la ville de Zanakand rêvée, la Zanakand technologique, la Zanakand de Tidus au début du jeu. Voilà. On a fait le tour, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a appris des trucs, même si elle est un petit peu longue. J'espère que vous avez pu la regarder jusqu'au bout et apprendre un maximum de choses sur les cartes de Final Fantasy X que vous pourrez jouer dans vos decks Commander. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, à le partager. Si ça vous a plu, je ferai la suite. Je ferai avec Final Fantasy VIII, par exemple, les cartes du set classique ou les sets classiques de FF10. Ou je reprendrai un autre deck Commander, comme FF7, hein, c'est celui que je connais le mieux ensuite, qui nous ont été proposés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt tout le monde. Ciao.